Il est 22h47 quand ton téléphone vibre. Une alerte gouvernementale apparaît sur l'écran. Impact nucléaire imminent. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Pendant une seconde, tu crois à une erreur. Puis les sirènes commencent. Les stations de métro deviennent des bunkers improvisés. Des milliers de personnes descendent sous terre en espérant survivre. Certains pleurent, d'autres prient. La plupart regardent simplement le vide. Moins de 12 heures après l'impact, les lois n'existent déjà plus. Les magasins sont dévalisés, l'eau devient plus précieuse que l'or. Tu vois deux hommes se battre pour une boîte de conserve. Aucun des deux ne ressemble encore à un être humain. Puis l'électricité disparaît. Toute la ville s'éteint d'un seul coup. Plus de réseaux, plus de lumière, juste le silence et la peur de ce qui arrive demain. Au loin, de nouvelles explosions résonnent dans la ville. Pas nucléaires cette fois. Des stations-service, des immeubles qui brûlent. Le monde commence déjà à s'effondrer morceau par morceau. Avant même le lever du soleil, les pillages commencent. Des groupes entrent dans les pharmacies, d'autres attaquent les supérettes encore ouvertes. La police a disparu des rues depuis des heures et les gens comprennent qu'ils sont seuls. Puis le soleil se lève enfin, un soleil pâle, presque gris. La ville paraît malade, il n'y a presque plus de voitures et pour la première fois de ta vie, le silence te fait peur. À 9h13, les téléphones captent une dernière fois du réseau. Un message du gouvernement apparaît sur tous les écrans. Restez confinés, évitez toute exposition extérieure. Puis plus rien. Le réseau disparaît définitivement quelques secondes plus tard. L'eau commence déjà à manquer. Les bouteilles disparaissent plus vite que la nourriture. Les gens remplissent leurs baignoires, leurs casseroles, n'importe quoi qui peut contenir quelques litres de plus. Parce qu'au fond, personne ne sait combien de temps ça va durer. Les rumeurs se répandent plus vite que les informations. Certains parlent d'une deuxième frappe nucléaire, d'autres disent que l'armée abandonne les grandes villes. Personne ne sait ce qui est vrai, mais la peur, elle, devient réelle. Cette nuit-là, tu dors dehors pour la première fois. L'air sent la fumée et le métal brûlé. Au loin, la ville continue de brûler dans le noir. Tu regardes les flammes danser sous les nuages toxiques et tu comprends que la civilisation vient peut-être de mourir. 3 jours après les frappes, la pluie commence enfin à tomber. Une pluie noire, épaisse, grasse. Les survivants comprennent rapidement qu'elle n'est pas normale. Ceux qui restent dehors trop longtemps commencent à tomber malades. Les grandes villes deviennent inhabitables. Plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de secours. Seulement des immeubles vides remplis de silence et de corps oubliés. Très vite, survivre seul devient impossible. Les gens commencent à former des groupes. Certains partagent leurs ressources, d'autres prennent tout par la force, et le monde commence lentement à redevenir sauvage. Puis un homme parle d'un bunker militaire encore actif au sud de la ville. Nourriture, électricité, médecins, peut-être même un futur. Alors pour la première fois depuis les bombes, tu recommences à espérer. Après 2 jours de marche, tu arrives enfin devant le bunker. Une immense porte en acier enterrée sous la forêt. Des soldats armés surveillent l'entrée. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un semble encore contrôler quelque chose. Mais tout le monde ne peut pas entrer. Les soldats vérifient les radiations, les blessures, les infections. Une femme supplie qu'on laisse entrer son fils malade. La porte se referme devant eux, et personne ne proteste. Le bunker est immense, bien plus grand que ce que tu imaginais. Des kilomètres de couloirs en béton, des dortoirs remplis de lits superposés, des réserves alimentaires capables de nourrir des milliers de personnes pendant des années. L'air sent le métal, l'humidité et le renfermer. Les générateurs tournent sans arrêt au fond du complexe. Un bruit grave et permanent qui finit par remplacer le silence dans ta tête. Certains survivants commencent déjà à oublier à quoi ressemblait le vrai monde. Le soleil, le vent, le bruit de la pluie normale. Ici, tout semble artificiel. Mais artificiel ou pas, c'est toujours mieux que mourir dehors. Les règles sont affichées partout sur les murs. Pas de violence, pas de vol, pas de sortie sans autorisation. Les ressources appartiennent désormais au bunker, pas aux individus. Les gardes circulent jour et nuit dans les couloirs, armés, casqués, toujours silencieux. Certains survivants commencent déjà à parler de dictature, d'autres répondent que sans ces règles, tout le monde serait déjà mort. Et au fond, personne ne sait vraiment qui a raison. Les semaines deviennent des mois,
Puis les mois deviennent des années. Certains survivants oublient les dates. Les enfants nés dans le bunker n'ont jamais vu le soleil. Dehors, le monde continue de mourir lentement. Mais sous terre, c'est l'espoir qui commence à disparaître. Puis un soir, les lumières s'éteignent. Les générateurs cessent de tourner pendant quelques secondes seulement. Mais dans le bunker, quelques secondes de noir suffisent à réveiller la panique. Le lendemain, une bagarre éclate dans la cafétéria, puis une autre. Les réserves diminuent à plus vite que prévu, et la faim transforme lentement les survivants en étrangers. Certains commencent déjà à voler pendant la nuit, d'autres dorment avec une arme sous leur lit. Quelques éclaireurs remontent enfin à la surface. Le bunker attend leur retour pendant des heures. Puis la radio grésille une dernière fois. Le ciel est encore gris, mais l'air semble respirable. Personne n'ose vraiment se réjouir. Après tout ce temps, l'espoir ressemble presque à un piège. Certains survivants préfèrent encore rester enfermés plutôt que revoir le monde extérieur. Quand tu remontes enfin dehors, le silence te frappe immédiatement. Plus de voitures, plus d'avions, plus de villes vivantes. Seulement le vent et les ruines d'un monde qui croyait durer éternellement. Même l'air semble différent, comme si la Terre elle-même avait survécu, mais pas l'humanité. Quand tu remontes enfin dehors, le silence te frappe immédiatement. Plus de voitures, plus d'avions, plus de villes vivantes. Seulement le vent et les ruines d'un monde qui croyait durer éternellement. Même l'air semble différent, comme si la Terre elle-même avait survécu, mais pas l'humanité. Les enfants nés après les bombes grandissent dans un monde différent. Pour eux, Internet, les avions ou les grandes villes ressemblent à des légendes anciennes. Ils apprennent à cultiver, réparer et survivre avant même de savoir lire. Certains n'ont jamais vu une télévision de leur vie, mais ils rient encore, ils jouent encore. Et parfois, ça suffit pour croire que le futur existe toujours quelque part. 30 ans après les bombes, le monde n'est plus celui que tu connaissais. Les anciennes nations ont disparu, les frontières aussi. Les survivants vivent désormais dans des cités isolées, reliées par des routes dangereuses. Mais malgré tout, l'humanité continue d'avancer, lentement, difficilement, comme elle l'a toujours fait après chaque catastrophe de son histoire. Un soir, tu t'assois devant les ruines de l'ancien monde. Le vent traverse les immeubles vides comme un souvenir oublié. Les enfants rient derrière toi pendant que le soleil disparaît lentement à l'horizon. Ils n'ont jamais connu les bombes, jamais connu Internet, jamais connu les villes lumineuses ou les avions dans le ciel. Et pourtant, ils vivent. L'humanité a survécu une fois de plus. Pas grâce à sa technologie, pas grâce à son argent, mais grâce à quelque chose de beaucoup plus ancien. La capacité de continuer, même après la fin du monde.